Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Ménard, bienvenue au show de moto. Si vous êtes un passionné de moto ou si vous êtes curieux de l'univers de la moto, vous allez être servi. Aujourd'hui, on continue notre grande aventure Honda en Alberta et en Colombie-Britannique et on retourne dans notre méga ride en Italie. Grazie mille, mamma mia, Ferrari! C'est notre quatrième journée avec Max, notre charmant guide italien. Buongiorno. Québécois aussi, buongiorno. Dis-moi, Max, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va se promener dans les vallées, les collines de la Toscane. Puis on va faire les mythiques Passo del Muraglione. C'est OK. un col très, très fréquenté par plein de motocyclistes. Oui. C'est mardi, donc ça se peut bien qu'on ne va pas avoir trop de Ah, trafic. ça, c'est le fun. Il faut faire attention à la police. Il y a beaucoup de police. Il va y avoir beaucoup de courbes. Mais on va user les pneus sur le côté. Ça, j'aime ça. Parfait. Bon, ben, allons-y. La vie est dure, hein? Oui, des Oh fois, my oui. God. Le Passo del Muraglione, c'est une route très connue des motocyclistes italiens et on était hors saison, donc il n'y en avait pas beaucoup de motocyclistes, mais on comprend pourquoi les motocyclistes italiens se retrouvent là quand on fait la route. C'est vraiment une route magnifique pour faire de la moto, tout en courbe, mais des courbes vraiment bien dessinées. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de courbe qui se resserre à la fin, c'est vraiment juste une succession de belles courbes. Il faut quand même faire attention dans les virages parce que c'est quand même en montagne, il y a beaucoup de boisés autour. Donc, sur la route, surtout en octobre, il y avait un petit peu de brindilles, un petit peu de feuilles mortes. Il fallait faire attention, mais on s'en est donné à cœur joie toute la journée. Il y avait des petites routes, là, tu sais, quand sur une carte, ça fait comme ça, là. Nous, les motocyclistes, là, on adore ça. Ça veut dire que tu as des courbes pour faire toucher tes valises à terre toute la journée.
Dis-moi, quand tu fais tes itinéraires, est-ce que tu es basé en fonction des paysages, des routes, des hébergements? Comment tu te bases pour faire ça? Sur plein de choses. Il y a beaucoup d'études que je fais sur les itinéraires. Je travaille beaucoup aussi avec plein d'amis, plein d'autres motoclubs. Donc, c'est toute une étude aussi sur l'itinéraire pour trouver le meilleur compromis entre les temps que ça prend, les plus beaux possibles, les plus sécuritaires aussi possibles. Et donc, ça prend beaucoup de temps pour évaluer les pour et les contre. À chaque journée, j'ai plusieurs itinéraires dépendant aussi de la météo. Oui, parce qu'on a vu ça. On a chacun un GPS sur nos motos dans lesquels Max a entré l'itinéraire prévu. Oui. Mais souvent, on se rend compte que tu ne suis pas ça. Il connaît tellement bien la région que tu changes au gré de ce que tu vois là. En Italie, surtout, on a tellement de routes qu'on ne peut pas faire comme, par exemple, chez nous, on peut faire un itinéraire sur Google Maps ou quoi, parce que ça ne marchera tout simplement pas. Donc, il faut vraiment travailler sur le terrain, découvrir le terrain. Vous savez, faire de la moto, c'est accumuler des souvenirs et pour ça, on fait souvent de la photo. On va parler photo et moto avec Laurence Labatte, photographe professionnelle. Bienvenue dans le show de moto. Bonjour, Eric. Laurence, toi, tu fais de la moto beaucoup avec ton conjoint. Tu es une excellente passagère. Excellente passagère, exactement. Il est chanceux, lui, parce qu'il y a une photographe professionnelle avec lui. On n'a pas tous cette chance-là. Par contre, avec toi, on peut maintenant faire des ateliers photo. Des ateliers photo, c'est ça. On va proposer ça sur des week-ends, sur un parcours dans l'Ouest canadien, là, du 20 juin au 4 juillet, donc Calgary. On fait un petit parcours et puis voilà, les gens nous suivent et on s'arrête 2-3 fois par jour. Et puis on fait des petits ateliers photos. Donc c'est vraiment des conseils photos. Des conseils, c'est ça. C'est de choisir le bon endroit parce que j'ai souvent vu dans des randonnées la passagère qui est derrière qui prend des photos à côté de la tête de son mari ou comme ça en roulant 80. De savoir s'arrêter, s'arrêter au bon endroit. Mais de savoir aussi de faire de bonnes photos en toutes conditions parce qu'on n'attend pas éventuellement le bon soleil, l'aube, le crépuscule, etc. On est là en moto, il faut faire de bonnes photos en toutes circonstances. Est-ce que ça prend beaucoup d'équipement pour ça? Non, justement, non, il faut juste prendre le bon appareil photo, le bon objectif, un petit flash au cas où, un petit trépied et c'est tout. Donc vraiment. Même toi, tu pars pas avec on n'a pas besoin. Donc, il y a un conseil. On se rencontre avant le départ, on va se rencontrer avec les gens qui sont intéressés et on va voir quel est l'équipement nécessaire qu'ils ont besoin pour partir. Ensuite de ça, on pense que tout est photoshopé aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai qu'on peut pratiquement rendre n'importe quelle photo pas si mal ou il faut quand même avoir une bonne base? Au départ, il faut quand même que la photo soit bonne. Donc, il faut choisir le bon cadrage, le bon objectif pour que la photo soit bonne au départ. C'est sûr qu'on peut la travailler un peu avec un petit logiciel, etc. Mais au départ, il faut quand même essayer que la photo soit bonne. Et il faut aussi être capable d'arrêter le pilote pour dire on va stationner un peu, on va faire des belles photos. C'est ça, ouais. Puis, en définitive, l'Ouest canadien, puis d'autres parcours, il y a toujours des bonnes choses à faire. Ça s'adresse évidemment à tout le monde, c'est surtout aux amateurs. C'est surtout aux amateurs de photos, des passionnés de photos qui veulent améliorer leur technique un petit peu. Donc moi, je serai là pour leur conseiller quel objectif prendre, travailler pour la profondeur de champ, les cadrages, la lumière. Donc, au départ, il faut avoir quand même une petite base, avoir peut-être fait des essais, des erreurs. C'est ça, une petite base, savoir comment fonctionne son appareil déjà. Ça, c'est une première chose, parce que les appareils sont de plus en plus perfectionnés. J'ai un appareil, je ne connais pas la moitié des fonctions. C'est ça, donc savoir au moins minimum, savoir travailler en manuel, parce que c'est en manuel qu'on arrive à avoir vraiment des meilleurs résultats. Parfait. Et donc, en moto, il faut savoir qu'on peut faire de très beaux voyages et avoir des souvenirs... Des beaux souvenirs, parce que parfois, ça arrive à la maison, tu dis « Ah, c'était tellement beau! » Non, comment ça se fait que c'est pas aussi beau? C'est pas aussi beau que dans ma tête. Donc, on va y arriver. Voilà. Parfait. Merci, Laurence. Merci à toi, Eric. Par rapport aux autres fabricants de motos, Yamaha a pris son temps pour finalement s'attaquer au marché des petites cylindrées sportives. Eh bien, l'attente en valait le coup parce que la R3 est arrivée.
La R3, c'est un peu comme si Yamaha avait pris sa R6, l'avait lavée à l'eau chaude et fait sécher trop longtemps. Elle emprunte le même look, le même genre de carénage, vraiment la même ligne que la R6, mais en version plus petite. Le moteur est un 320 cc, donnant une très belle sonorité et offrant quand même assez de coupe pour une moto de petite cylindrée. Le moteur est un bicylindre, offrant une très belle sonorité et quand même assez de coupe pour un 320 cc. Bien sûr, ça ne vous arrachera pas les bras, mais pour rouler en ville ou même sur de petits chemins de campagne, c'est un outil parfait pour s'amuser et ce, à moindre coût. Parce que c'est un peu ce qu'on cherche quand on magasine une petite cylindrée comme la R3. On cherche une moto conviviale, peut-être une première moto, une moto surtout pas dispendieuse. On parle autour de 5 000 $ pour une moto flambant neuve. Et on veut une moto qui va nous amener du point A au point B, peut-être pas une moto pour faire de New York à Boston. La première chose qui m'a frappé quand j'ai embarqué sur la R3, c'est sa taille. Malgré que c'est une 300, on n'a pas l'impression que c'est une vraiment petite moto, là. C'est quand même une taille normale pour quelqu'un qui a des dimensions normales. Et la position est très, très confortable. C'est pas une moto où on est couché là-dessus qui va venir vous tirer dans le dos après plusieurs heures. C'est vraiment une moto avec une position un peu penchée par l'avant, de sportive donc, mais quand même relaxe. Évidemment, quand on s'achète une moto, on la veut belle, on la veut comme la moto de nos rêves quand on était petit. Et je pense que la R3, c'est ça pour des gens qui commencent à faire de la moto et qui rêvent de motosport. Ça ressemble à une R1, ça ressemble à une R6. C'est une super sportive avec un beau carénage, un silencieux mis bien en évidence. C'est une belle petite moto. Chez Yamaha, on parle beaucoup d'accessoriser ces motos et avec la R3, c'est possible, entre autres, avec un sac qui vient remplacer le siège arrière et qui a un couvercle dur et qui pourra vous permettre de l'adapter un peu plus à la vraie vie, de pouvoir transporter des doublures imperméables, voire même des gants ou un porte-monnaie. Maintenant, qu'en est-il du comportement de la R3? D'abord, je vous dirais que c'est une moto très, très facile d'approche. C'est pas une moto qui va vous impressionner par sa puissance, mais pour qui commence à faire de la moto, c'est une moto idéale. On peut faire de belles randonnées sur des petites routes. On peut se promener en ville avec ça sans aucun problème. Et si on veut s'amuser un peu, en autant qu'on soit un peu patient quand on tord la poignée, bien, on peut atteindre des vitesses quand même respectables. Là où la moto pourrait peut-être être un peu améliorée pour une conduite plus sportive, là, surtout, ça serait au niveau des suspensions qui sont, à mon avis, un peu molles, mais c'est vraiment si on va piloter de manière plus sportive. Et aussi les freins qui sont pas tout à fait assez incisifs si on a à freiner brusquement. Par contre, pour des conditions normales d'utilisation, la suspension et les freins font amplement le travail. Et pour une moto de ce prix-là, on a quand même un tableau de bord qui donne beaucoup de détails. On a évidemment le tachymètre, une panoplie d'indicateurs numériques comme le cinémomètre, l'odomètre, 2 compteurs kilométriques, un indicateur du niveau d'essence et un compteur de réserve. Et une chose très pratique quand on débute à moto, un indicateur du rapport de vitesse dans lequel on se trouve. On peut aussi régler l'éclairage d'arrière-plan. Pour rajouter au look de super sportive, on a muni la R3 de phares halogènes de 55 watts en avant et des feux arrière mettant à profit 24 diodes électroluminescentes à l'arrière. La R3 de Yamaha, c'est une belle petite machine qui va être fiable autant au niveau de la mécanique que du comportement sur la route. Et c'est surtout une moto qui va vous permettre de vous initier de belle façon et en toute sécurité au fabuleux monde de la moto. Moi, ma moto, il y avait le côté du pneu qui était chaud et le centre du pneu il était froid. Disons que notre bande de roulement là, est assez large sur le pneu parce que c'est juste de la courbe. Oui. Mais c'est vrai qu'on prend beaucoup d'expérience. Il y a même des gens dans le groupe qui ont pris de l'expérience en 11 jours, que ça aurait peut-être pris 11 ans à apprendre au Québec. Oui. Dans la Mega Ride, c'est inclus aussi un cours de moto, un cours de pilotage. Mais cela étant dit, ce n'est pas que pour des experts. On peut venir ici, y aller à son rythme. On peut, lors des journées relax, on peut te suivre ou on peut partir chacun de notre côté.
côté, puis oui. faire la même randonnée tranquillement avec le GPS et puis aller à son rythme. Là. Oui, pour moi, la priorité numéro une, c'est toujours la sécurité du groupe. Donc, surtout quand on roule le groupe au complet, je roule plus mollo. Je roule d'une façon plus prudente pour que tout le groupe soit à l'aise et tout. Et c'est toujours la sécurité, c'est toujours ma priorité. Oui, d'ailleurs, tu donnes souvent des conseils ou des directives de conduite qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Par exemple, ici, on peut passer à côté des voitures. Les voitures vont même se tasser un peu à droite pour nous laisser passer, Oui. même s'il y a d'autres voitures qui s'en viennent de l'autre côté. Et pour les remercier, on fait juste sortir le pied. Ça, je savais pas ça. Oui, deux, ils sont des motocyclistes. Alors, Ben, c'est plus dans la culture ici, définitivement. c'est beaucoup pensé pour les motocyclistes et les routes parce que seulement en Italie, il y a 10 millions de motocyclistes. Donc, c'est très important. Et sur ça, le Québec, il y a beaucoup à apprendre encore. Il y a beaucoup de bons riders parce qu'on en a vu sur la route des groupes de motocyclistes qui roulent ensemble. Et bon, on voit que le niveau est assez compétent. Là. Oui, ils sont compétents parce que, comme je disais tantôt, la moto, c'est un moyen de transport. Donc, le monde utilise la moto pratiquement tous les jours. Dépendant aussi dans quelle place d'Italie, il peut utiliser la moto à l'année longue. Et c'est son propre moyen de transport. Il y a du monde qui n'a même pas d'auto. Donc, veut pas, ben, on apprend à rouler. Puis, sur des routes comme ici, où est-ce que le trafic aussi c'est plus intense, ben, il faut se réveiller. Donc, il faut devenir bon. Quel est le meilleur temps pour venir faire une randonnée avec toi? Bien, normalement, les randonnées, moi j'ai fait des randonnées aussi en avril, mais plus sur l'Espagne, parce qu'ici c'est encore un peu froid. Ici, en France ou en Italie, je l'organise surtout en mai, en juin. Juillet à août, c'est trop cher. Tous les Italiens et les Français sont en vacances à ce moment-là. Puis je reprends encore en septembre, octobre. Participez au tout nouveau concours. Profitez de la vie avec la Capitale, qui vous offre la chance de gagner l'un des 5 prix d'une valeur totale de 150 000 $. Participez dès maintenant en visitant le rds.ca/show de moto. On s'est levé tôt ce matin parce qu'on a un gros programme. D'abord, on a couché au Glacier View Inn, qui est vraiment un hôtel où on a la vue directement sur le glacier Athabasca. C'est directement dans le parc national Jasper. C'est le seul hôtel du parc. Donc, on a été chanceux d'y avoir des chambres. On se dirige tout d'abord vers le Brewster Glacier Skywalk, qui est une passerelle qu'on a fait au-dessus d'un ravin qui donne une vue imprenable sur la vallée ici. Et on va rencontrer le directeur, Rusty Noble, qui nous attend ce matin. Après ça, on s'en va au lac Moraine et au lac Louise dans le parc national de Banff. Un beau programme. Rusty, hi, how are you? I'm doing great today. Oh, man. You have a nice job and a nice spot to work. Well, you know, this is my office, and I don't mind waking up every day. So, Tell us a bit about that structure. Where was it built? well, we're here in Jasper National Park, the south end of Jasper National Park, at the Columbia Icefields, and just north of the Columbia Icefields by about 5 kilometers, we've got the Glacier Skywalk here. And we're from Quebec, so we hear the steel used to build this structure was made in Quebec. Yes, it was. Yeah. It just outside Quebec City, I believe. In Beauce. That's right. Yeah. How many people a day you get here? We'll do anywhere between probably 1,500 people a day, upwards of 3,000, 3,500. How long did it take to build this?
Well, the whole time period was actually 7 years. The building time was about 11 months. We started in the fall of 2012 and all summer 2013, and then came back in March of this year, 2014. So it's almost a brand new structure. It's almost a brand new structure, yeah. How did you get that idea? It's kind of crazy. Well, it is kind of cool. The way the idea came about was actually one of our drivers was taking one of our executives to the Calgary airport from Banff one day and mentioned that, we need something like the Capilano suspension bridge that's in Vancouver out here. And that sort of got everybody's heads thinking about some different opportunities, and got some engineers and architects together, had a little competition, and decided that a suspension bridge wasn't going to quite work for us, but was able to come up with this idea of the Glacier Skywalk. So I guess you get a lot of bikers here. We get some bikers here. Yeah, this highway from Jasper down through Lake Louise and Banff, it's an incredible ride. Yeah. Marc, encore une fois, j'en reviens pas comment c'est beau. Mais ici, je pense que c'est encore plus beau qu'hier. C'est pas surprenant qu'il y ait beaucoup de motocyclistes dans le coin. C'est un paysage à faire rêver. Les gens viennent ici, puis ils en reviennent pas. Puis c'est super le fun parce que tu peux faire ça en une journée de Calgary. C'est quand même assez facile. Ce qu'il y a derrière nous, c'est le Bow Lake. C'est vrai que c'est un beau lac. C'est beau, et c'est aussi le lac Bow, B-O-W. Comme une boucle. Oui. D'accord. Et ça aussi, c'est encore de l'eau d'un glacier qu'on voit derrière nous. Tout à fait. Il y a le glacier Bow, qui est à l'origine de ces eaux-là. Et ces eaux-là deviennent la rivière Bow qui passe à Calgary. Là, on est en direction de Banff et le lac Moraine et le lac Louise aussi. À peu près à mi-chemin, il y a une route qui bifurque vers la gauche qui s'en va à Moraine Lake, au lac Moraine. Et c'est aussi très beau, là. Ouais, c'est même... Il y en a qui disent que c'est plus beau que le lac Louise. Mais la route pour s'en aller au lac Moraine, c'est une belle route tortueuse. Et puis on refait le pavement il y a une couple d'années, fait que c'est super beau. On vient de finir notre dîner dans un magnifique panorama. Toi, c'est ta première fois au lac Moraine. Moi, j'ai eu la chance de venir ici il y a 4-5 ans, mais c'est frappant quand tu arrives à quel point c'est beau, hein, René? C'est magnifique. Vraiment, quand on arrive, on soupçonne pas l'étendue du lac. On est sur une pointe, il y a beaucoup d'arbres autour. Puis là, quand on marche, on arrive sur les berges, la vue est spectaculaire. Si l'émission d'aujourd'hui vous a donné le goût de voyager, bien, partez pas tout de suite parce que la semaine prochaine, on poursuit la grande aventure Honda et on termine la méga ride en Italie. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.